Ma carrière scientifique a commencé en 1950 officiellement, 49 quand même au Maroc où j'ai travaillé sur la canne à sucre, mais c'était un hors-d'œuvre. Et donc j'ai travaillé en Afrique pendant 10 ans à peu près, sur le plan de vivrière principalement. Ensuite, dans l'Hexagone, pendant 6 ans, j'étais responsable de la sélection de l'avoine. Et puis à partir des années 64, débarqué en Guadeloupe, j'ai été l'un des fondateurs du centre que nous sommes actuellement. Alors le travail que j'ai fait a été évidemment heureusement très diversifié, avec comme axe principal l'ensemble des plantes vivrières, et parmi celles-là, principalement l'igname. Nous sommes à côté d'un champ qui prouve que ce travail fait dès les années 65 a perduré et il demeure jusqu'à maintenant un des domaines privilégiés de la recherche de l'INRA. Alors à partir de l'igname, j'ai compris qu'on avait affaire à des structures paysannes beaucoup plus complexes que la monoculture, et de là, progressivement, j'ai passé à l'étude du jardin créole, et le concours de pas mal de thésards, d'étudiantes, qui ont montré l'intérêt du jardin créole, non seulement au point de vue alimentaire, mais au point de vue médicinal. Tout le monde sait ce que c'est qu'une patrie. C'est l'endroit où les pères sont nés, où les pères donnent naissance aux enfants. Et donc, quand on parle des valeurs patrimoniales, ce sont celles qui ont été mises en exergue, en valeur, par les générations qui nous ont précédées et que nous tenons surtout à conserver. Donc, le patrimonial, c'est un peu l'ADN de la civilisation, à savoir qu'il structure la mémoire, et structurant la mémoire, il structure forcément une bonne partie de l'avenir. On est en face d'une dichotomie, genre le bien et le mal. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses, il y a des bonnes plantes et des mauvaises plantes. Donc cette distinction-là a commencé relativement tôt, pratiquement dans l'agriculture européenne avec les Romains, etc. Et donc il y avait séparé les champs, la forêt, enfin, toute une série de structurations de l'espace et de la biologie. Et puis au fur et à mesure, on s'est aperçu que tout était en interaction. Donc progressivement, on s'est habitué à cette idée que les plantes, l'existant que nous avons en face de nous, est beaucoup plus riche que ce qu'on en a fait. D'où la notion qu'on évoquait tout à l'heure, que beaucoup de plantes dont on dit qu'elles sont mauvaises, qu'on disait qu'elles sont mauvaises, c'est les plantes dont on ne sait pas à quoi elles peuvent servir. Et une de leurs fonctions en particulier qui est certaine, c'est qu'elles jouent un rôle dans l'équilibre de l'ensemble du milieu. Donc ces plantes-là ne sont pas utiles à l'homme directement, mais dans l'espace où elles se trouvent, elles contribuent au bien-être des autres. Donc par exemple, un champ où vous avez des maladies, vous avez une mauvaise herbe, qui amène le parasite qui va être contre cette maladie. Et cette mauvaise herbe, vous la foutez en l'air, donc vous avez dit qu'une partie de votre système. Donc on s'est aperçu que dans nos régions tropicales, il y avait un équilibre entre les espèces qui était tout à fait différent de ce qu'on voit dans les pays tempérés. La première constatation est qu'on voit qu'en région tropicale, il y a 200 fois plus d'espèces dans une forêt que dans une forêt des pays tempérés. Alors ça fait penser, à savoir s'il y en a tant, elles sont là naturellement depuis des siècles, donc ça a un sens. Donc, cette notion de biodiversité a émergé, cette constatation qu'entre les pays du Nord et les pays du Sud, mettons les régions équatoriales tropicales, il y a un accroissement de la biodiversité le long des latitudes qui est absolument remarquable. Et on s'est aperçu progressivement qu'il y avait des équilibres dans les pratiques agricoles des gens des tropiques avant que les Européens y aillent. Par exemple, un exemple près de chez nous, chez les Aztèques, on pratiquait ce qu'on appelle le milpa, où on a un ensemble fait avec le maïs, le haricot et le giromon. L'Europe ne connaissait pas suffisamment ces choses-là, il y en avait une petite idée, mais pas tellement. Donc c'est un exemple concret. Et aujourd'hui, on en arrive à penser que ces équilibres-là, c'est vraiment l'avenir de l'agriculture, à savoir l'agroforesterie. Où là, on va mixer davantage de cultures, davantage d'éléments forestiers et trouver des équilibres qui permettront le maintien de cette biodiversité qui, elle, s'évanouit lorsqu'on fait une monoculture. L'intérêt de la biodiversité, c'est d'offrir des éléments qui se contrôlent les uns les autres. Quand on veut aller vers une monoculture, à ce moment-là, on réduit les chances d'équilibre. Et par conséquent, il faut amener des éléments artificiels, comme soit des engrais, soit des pesticides artificiels, dont le dosage même va poser finalement des problèmes
et dont la présence même, voire le chlordécone, va amener des catastrophes sur le plan de l'équilibre même de l'ensemble de la végétation. Aujourd'hui, on sait que dans les régions du sud Basse-Terre, on ne peut plus faire de l'igname, on ne peut plus faire toutes les plantes racines interdites dans les régions de chlordécone. C'est quand même énorme. On a supprimé tout à fait ça, les possibilités de culture, simplement en excluant un élément artificiel que la chlordécone. Donc il faut être très prudent aujourd'hui et baser plutôt le contrôle du développement des plantes vis-à-vis des agresseurs sur l'introduction de plantes qui sont des plantes dites de service. Par exemple, avec les parcelles de bananes au Ciral, vous avez un champ magnifique de couleur rose avec les balsamines qui fleurissent dessous. Elles ne sont pas là pour faire la beauté parce qu'elles ont des plantes qui contrôlent des parasites racinaires du bananier. Donc introduire des plantes de service, c'est une solution qui permet de rétablir des équilibres grâce à des éléments de la biodiversité qui existaient mais qu'on avait bannis de l'ensemble du système auparavant. L'homme intervient, et il a toujours fait de toute façon, en choisissant dans la végétation qui est devant lui des plantes qui l'intéressent et qu'il met en avant. Tout simplement, quand même en forêt par exemple, on ramasse un fruit, on bouffe la partie qui est à bouffer, et la graine on la jette. Finalement, on a sur le trajet finalement où l'homme a passé, on a une végétation qui est différente. Donc il a sélectionné par ce simple geste-là des variétés, des plantes nouvelles. Alors, ce système de choix empirique fonctionne depuis des millénaires. Et c'est par quoi on a sorti de plantes sauvages, pendant le cas de la canne à sucre par exemple, on a sorti de N plantes sauvages, une plante qui, elle, est la combinaison naturelle de plusieurs. Et on l'a mise en avant. Pareil pour le bananier, etc. Donc c'est un tri empirique qui s'est fait grâce à la présence de cette biodiversité dans laquelle l'homme peut opérer des choix, et ce choix en fonction de ce que lui, il souhaite avoir pour son alimentation ou pour son habillement ou autre chose. Donc c'est un système qui fonctionne, mais il peut aller à l'excès lorsque on crée des variétés qui sont trop spécifiques à un climat donné, à une zone donnée, à un terrain donné, alors on va se casser la gueule au moment donné, quand il y aura une infection dedans et tout va partir. À ce moment-là, il faut revenir vers les plantes de base pour leur demander au secours, apportez-nous des gènes qu'on a perdus, on les réintroduit dans le système et on recommence une nouvelle série qui peut aller trop loin, etc. Donc l'aller-retour entre la production naturelle que nous offre le paysage naturel, des espèces de variétés, et ce que l'homme crée, c'est un aller-retour perpétuel. C'est un risque qui est couru surtout pour les variétés qui sont, je dirais, très peu étudiées, qui sont les variétés orphelines. Mettons par exemple le cas de l'igname qui n'a pas un stock de chercheurs dessus comme le blé. Par exemple, pour la patate douce aujourd'hui, on a à peu près 5 à 6 000 variétés qui sont conservées au Pérou. Donc il y a des lieux justement qui servent à la conservation de ressources génétiques. Et donc on a, pour certaines plantes déjà, garanti ce maintien. Mais voilà, donc il y a une stratégie de conservation très importante pour les plantes principales. Mais là, on risque d'avoir des problèmes. C'est des plantes qu'on n'a pas encore suffisamment valorisées, mettons comme l'igname. Si on veut la faire progresser, il faut disposer de ce stock. Et ce stock-là, sous la pression de la civilisation urbanistique d'aujourd'hui, eh bien, il peut avoir tendance à se réduire. Ici, nous avons perdu en Guadeloupe, par exemple, presque toutes les variétés d'igname couscouche. Quand je suis arrivé, la couscouche, qui est une igname américaine, il y avait à peu près, grosso modo, une dizaine de variétés en Guadeloupe, autant en Martinique. Aujourd'hui, vous en trouvez à peine une, et difficilement. Donc on a perdu. Parce que là, il n'y avait pas d'organisme capable de maintenir cela. L'INRA n'a pas fait son travail à ce niveau-là. Ce qui reste à faire pour à la fois conserver la biodiversité et la valoriser diffère, je l'ai dit tout à l'heure, suivant la plante que l'on considère. Si c'est une plante, j'ai beaucoup travaillé comme la canne à sucre, il y a peu de problèmes de conservation. C'est une plante qui a une utilisation, c'est la plus importante production végétale du monde, la canne à sucre en masse. Hein. Donc il y a dans le monde suffisamment de lieux, d'éléments de conservation, alors que des plantes importantes, mettons comme le maïs, qui est une plante à graines, c'est plus difficile à conserver quand il y a des intempéries. Les graines sont beaucoup plus fragiles, sauf quand l'homme a spécialisé la plante à un tel point qu'un épi de maïs, tous les grains sont côte à côte, ils sont là, et ils sont en compétition quand vous les mettez par terre, ils se taillent comme tous. On a fait un gros travail ici de conservation, de détection d'abord de la variabilité qu'on ne connaissait pas,
notamment avec mon ami Henri Stouvain qui a travaillé dessus. Et donc on a trouvé en Guadeloupe des variétés de maïs pratiquement nouvelles et qu'on intègre maintenant dans l'amélioration des maïs en Europe. Donc il y a des ressources qui ne sont pas suffisamment connues peut-être à droite et à gauche, qui existent encore. Mais c'est là une frange. Alors que pour des plantes orphelines, j'ai cité le cas de l'igname, là il y a des pans entiers de la variabilité qui peuvent disparaître. Donc ces plantes-là pour lesquelles la science n'a pas encore mis suffisamment d'éléments en valeur, ben celles-là sont en péril. Il y a des maladies qui nous attendent, on ne sait pas lesquelles, on ne sait pas ce qu'elles seront. Regardez le cas, par exemple, de ce qui se passe avec les agrumes. Quelque chose qui débarque, auparavant, il n'y avait pas ça. Donc il y a des maladies émergentes, on le sait, et chez les plantes, c'est pareil, qui font qu'on ne peut pas prévoir de quoi demain sera fait, sauf qu'on peut savoir que dans l'ensemble de la biodiversité, il y a très vraisemblablement les éléments pour contrer ce futur qui nous attend. Et c'est pourquoi la conservation de la biodiversité est un impératif absolu, en ce sens que c'est le principe de précaution. On ne sait pas de quoi demain sera fait, donc il vaut mieux avoir les armes qui pourraient servir à tout bout de champ sur n'importe quoi, on ne sait pas. Conserver ce qu'on a, d'abord multiplier le virus et n'empêche pas que la plante disparaîtra à terme. Donc c'est des séquences qui sont graves, de même qu'on a vu dans l'histoire de l'évolution générale, les catastrophes où les dinosaures ont disparu, etc. On n'y peut rien, c'est l'évolution de la vie. Donc là, on a une séquence chez les agrumes où pas mal de variétés vont disparaître obligatoirement. Il faudra donc reconstituer certaines variétés à partir du matériel existant en Asie ou ailleurs. C'était le cas pour de la vigne, par exemple en France, avec le phylloxéra, etc. Donc il y a souvent dans l'agriculture des phénomènes qui balayent absolument tout ce qui existe. On a eu ici avec l'anthracnose pour les ignames blanches, qui balayent tout, et il n'est pas question à ce moment-là d'essayer de préserver un petit élément en disant ben, celui-là il est bon, il partira comme les autres. Si on veut assurer évidemment cette biodiversité, il faut y investir, des moyens et des hommes. Et un exemple concret, c'est ce qui s'est passé sur ce domaine INRA, où en tant que personne, moi j'ai attaché beaucoup à ce principe, donc j'ai réussi pendant longtemps à maintenir une biodiversité importante dans beaucoup de matériel. Mais à mon départ, à ce moment-là, le poste de chercheur que j'avais a été coupé en deux, une partie conservée, une partie exportée. Et moins de moyens, on a perdu par exemple toutes les variétés africaines que j'avais commencé à préparer à partir du matériel que j'avais introduit. Ces variétés-là n'ont pas été maintenues. Il y en a quelques-unes encore restent à Godec, mais on a perdu une grande partie de la variabilité génétique que j'avais introduite du Nigeria. Parce qu'on a travaillé essentiellement sur ce qu'on voit là, c'est l'espèce d'origine asiatique qu'on appelle le Zygara alata, qui est là, la grande igname. On s'est concentré dessus, on a travaillé beaucoup dessus, mais l'espèce africaine, en fait, on l'a négligée. Ce qui est grave aujourd'hui, on voit que la préférence de la fourmi manioc, c'est ça. Alors que les espèces africaines, grosse caille, igname jaune, fourmi manioc, elle tourne autour, elle boude un petit peu, elle laisse tomber. Donc l'avenir ici, pour le vœu alimentaire igname, c'est grosse caille, c'est igname jaune. Ça, en péril. Très difficile à contrôler tant qu'on n'a pas une solution pour la fourmi manioc. Donc on voit comment restreindre la biodiversité met en péril un avenir alimentaire.